L'anesthésie a un peu évolué entre 1960 et nos jours, et vous voyez là sur la partie gauche une salle d'opération en 1960 et sur la partie droite une salle d'opération totalement habituelle. Je veux dire, c'est pas la salle où on fait en plus du monitorage hémodynamique poussé, c'est une salle d'opération en ORL à l'hôpital Bichat la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque bon, je passe sur la base priméa et autres machins, mais sur la multiplicité des écrans. Et donc, une des grandes choses qui va avoir changé entre 1960 et nos jours, c'est le monitorage. Ça, c'est clair. Bon. Alors, je vais vous parler donc de médicaments d'anesthésie, de la façon de les administrer et de monitorer leurs effets. J'ai choisi parmi les milliers de noms fondamentaux de grands médecins anesthésistes en cette période. Effectivement, j'en ai choisi 4. On ne peut pas ne pas parler de Paul Janssen, qui a quand même, avec son laboratoire, défini plus de 80 composés fondamentaux en anesthésie, dont beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui. Hein. Les thiomidates, le sufentanil, l'alfentanil, le dropéridol, etc. Bon. Ensuite, Ted Iger, qui est quand même a beaucoup travaillé sur les halogénés. C'est lui qui, avec Sedman, au début des années 60, a défini la notion de MAC, contre laquelle je me bats depuis d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème, et qui a fait beaucoup sur la pharmacologie des halogénés. Et puis j'ai voulu mettre Helmut Schwilden. Helmut Schwilden était un ingénieur allemand qui a travaillé avec Jürgen Schüttler à Bonn depuis le milieu des années 70, et c'était le monsieur qui connaissait probablement le mieux l'EEG, et qui a fait les premières études de boucle fermée avec des médicaments intraveineux. Et enfin, le tout dernier, là, Lewis Scheiner, c'est le monsieur qui a défini la notion de PKPD. C'est lui qui a rationalisé la création de nouveaux médicaments sur leurs propriétés pharmacologiques, qui a défini le concept d'hystérésis d'effet, de KE0, de transfert au site d'action, et incidemment, avec Stuart Bill, il a écrit un programme de pharmacocinétique dont tous les pharmacologues se sont servis pendant des années, qui est le programme NONMEM. Voilà. Alors, vous avez le premier évaporateur à halotane calibré, pour lequel on pouvait fixer la fraction délivrée en 1958. Alors, cet évaporateur va être suivi de nombreux autres pour administrer les halogénés. Et il a d'abord été remplacé par un évaporateur plus précis, c'est des cuves à léchage, le Fluotech, qui a été le premier des cuves à léchage de sa catégorie. Puis ensuite, le Tech6, qui permettait d'administrer le desflurane, a été une révolution technologique aussi, parce que comme vous savez, le desflurane bout à 25 degrés, et donc pour essayer d'avoir une concentration fiable de vapeur, il fallait mieux vaporiser complètement le liquide, et donc la Tech6 de chez Omeda est une cocotte minute finalement. Puis ensuite, la technologie s'est éloignée des cuves à léchage, et vous avez les injecteurs du Zeus, qui injectent directement dans le circuit de la vapeur sous pression, et les cassettes qui sont de chez General Electric, qui sont dans les IS. Alors les IS, ça ne s'écrit pas comme ça, j'ai fait une faute, c'est AISY, mais bon, qui sont en fait, ces cassettes ne sont que des réservoirs. Et la technologie de vaporisation et d'injection de la vapeur dans le circuit est à l'intérieur du respirateur. Et quand vous changez la cassette, vous ne changez que le réservoir. Bien. Alors donc, je vous disais, Ted Iger, en 1963, décrit
la MAC. La MAC, c'était un index de comparaison. Hein, c'est la concentration pour laquelle 50% des chiens ne bougeaient pas quand on leur pinçait la queue. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que déjà en 1963, vous voyez que Merkel et Higger ont dit que la profondeur de l'anesthésie était proportionnelle à la pression partielle de l'agent dans le système nerveux central. C'est-à-dire que déjà en 1963, vous avez le concept de concentration site-effet. Bon. Alors les morphiniques dans l'ordre d'apparition dans le texte, si je puis dire. Donc vous voyez que le rôle primordial de Paul Janssen dans la synthèse de ces différents morphiniques. Et puis seul le rémifentanil, et vous voyez qu'entre l'alfentanil et le rémifentanil, il y a eu un gap de 20 ans, a été synthétisé par Glaxo Wellcome. Ça n'était plus le laboratoire de Janssen. Et le fentanyl a représenté une évolution fondamentale aussi en anesthésie, parce que, vous voyez, il était beaucoup plus puissant que le dextromoramide ou la phénopéridine qu'on utilisait avant, et il était de délai d'action beaucoup plus court, avec une durée d'action qui nous paraît aujourd'hui longue, mais qui à l'époque était extrêmement courte. Et le fentanyl va complètement perturber notre pauvre Ted Higger, qui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et il s'en était toujours pas remis. 30 ans après, le fentanyl, c'était toujours... pourquoi? Parce que, bien évidemment, le fait de rajouter un morphinique à un hypnotique, qu'il soit halogéné ou non, diminue de façon considérable la MAC. Et donc, à partir du moment où on utilisait en association les hypnotiques et les morphiniques, eh bien, on ne pouvait plus regarder la MAC telle qu'elle pourrait être affichée sur un respirateur. C'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à travailler sur les interactions. Alors les interactions, dès le début des années 60, les gens connaissaient l'importance des interactions hypnotiques morphiniques. Et puisque vous voyez ce travail de Kerry Santo dans Clinical Pharmacology and Therapeutics en 61, regardez déjà l'interaction entre le thiopental et l'oxymorphone. Mais pendant toute cette période, ils avaient beaucoup de mal à analyser les interactions parce qu'ils raisonnaient en doses. Et que quand vous administrez des doses, la concentration varie dans le temps et vous n'avez jamais la même concentration, la même association des deux agents. Donc c'est très difficile d'étudier les interactions en termes de doses. Et c'est pourquoi le travail sur les interactions va prendre un essor majeur lorsqu'on va commencer à raisonner en concentration. Et un des messieurs qui ont fait le plus de travail sur les interactions hypnotiques morphiniques en concentration, c'est le japonais Kato, qui, au début des années 90, a commencé à travailler avec le sévoflurane et le fentanyl. Aujourd'hui, bien évidemment, on commence à voir circuler des logiciels de visualisation des interactions qui sont probablement l'avenir, dans la mesure où sur le plan pédagogique, ils sont très intéressants et qu'ils peuvent rentrer dans des systèmes d'aide à la prescription. Alors, les hypnotiques intraveineux. Les hypnotiques intraveineux, le pape, le vieux, c'est le thiopental, il est toujours en activité. Mais vous voyez, l'énorme travail qui a été accompli dans les 15 années entre 1960 et 1977, bon ça fait 17 ans d'accord, où on voit apparaître finalement tous les hypnotiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Le méthoexital qui a à peu près disparu de la circulation, mais bon, le gamma-OH qui a fait une réapparition, comment dirais-je, extra-anesthésique, la kétamine qui a pris un nouvel essor du fait de ses propriétés anti-hyperalgésiques. Le propanidide, il a quand même disparu de la circulation avec sa copine l'alphatésine.
Mais l'étomidate est toujours là, le midazolam est toujours là, et le propofol, arrivé en 1977, est toujours là également. Et puis, après, plus rien. Plus rien, aucun nouvel agent intraveineux ne nous a été proposé, peut-être jusqu'à l'année prochaine, parce que le rémimazolam, qui comme son nom l'indique est une benzodiazépine avec la cinétique du rémifentanyl, est peut-être en phase de pré-commercialisation, puisque le dossier a été soumis à la FDA au mois de juin de cette année. Donc, voilà. Alors, l'anesthésie intraveineuse, bon, ça fait longtemps qu'on utilise les hypnotiques intraveineux pour l'induction de l'anesthésie, hein, mais l'entretien de l'anesthésie en perfusion date de l'apparition finalement de l'alphatésine et du méthoexital. La France a été un grand pays pour l'anesthésie intraveineuse et l'alphatésine était assez utilisée en perfusion dans les années 75-80 jusqu'à ce qu'elle soit retirée du marché pour des raisons d'anaphylaxie. Le méthoexital en France n'a jamais eu un essor considérable. Et donc, la France était prête quand même quand le propofol est arrivé. C'est un des pays, avec la Belgique, qui s'est mis le plus vite à l'anesthésie intraveineuse parce qu'il y avait des antécédents. Une autre forme d'anesthésie intraveineuse, c'est la neuroleptanalgésie, qui là encore a été décrite par Paul Janssen au début des années 60, et qui a été utilisé en chirurgie majeure jusque, je dirais, à la fin des années, enfin dans les années 80. Je dois dire que personnellement, j'ai fait des anesthésies avec du dropéridol et de la phénopéridine, donc voilà, j'ai commencé mon activité d'anesthésie en 75, donc voilà. Et cette neuroleptanalgésie a rejoint les travaux de Laborit et Huguenard sur l'hibernation artificielle qui procédaient un peu de la même philosophie. Ok ? Alors, toujours dans le cadre de l'anesthésie intraveineuse, John Sear et Pris Roberts avaient décrit le minimum infusion rate, qui a eu une vie éphémère, parce que quand l'Evoque est arrivé, eh bien, voilà. Oui, j'accélère, je vais sauter quelques trucs. Bon. Alors, l'Evoque a été... Alors, je voulais vous montrer ça juste pour rigoler. En 1986, il y a un joyeux Britannique qui a publié cette technique pour administrer du méthoexital à concentration constante. Alors vous voyez, vous avez un petit flacon de méthoexital concentré qui envoie de sa solution dans le malade à une vitesse qui est calibrée, et puis il y a un autre flacon qui contient du méthoexital dilué et qui va progressivement diluer de façon exponentielle le méthoexital qui était dans le petit flacon concentré, ce qui permettait donc d'administrer le méthoexital à concentration constante. Bon, c'est mieux quand on a un pouce-seringue et un microprocesseur qui fait le travail pour vous, mais bon, ça c'est un autre truc. Alors, les dispositifs expérimentaux d'Evoque ont commencé au début des années 80, vous les avez là. De toute façon, je vais laisser les diapositives, donc si jamais ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver. Et puis, il y a des logiciels de simulation aussi qu'on peut emmener au bloc opératoire. Le Tiva Trainer de Frank Engbers, et puis il y a les Sud-Américains qui ont publié en 2013 un petit logiciel de simulation qui tient dans un smartphone. Alors en pratique clinique, je ne pouvais pas parler d'Evoque sans évoquer, si je puis dire, deux personnes qui ont eu un rôle fondamental sur la diffusion de l'Evoque en pratique clinique, qui sont Ian Glenn, qui était le chef du laboratoire de Zeneca, qui a créé le propofol et qui est un monsieur extrêmement dynamique et qui a travaillé avec l'université de Glasgow. Le chef de service d'anesthésie de cette université étant le professeur Gavin Kenny.
Et ces deux personnes qui ont finalement largement contribué à la création du premier dispositif d'Evoque commercialisé, qui est le Diprifusor, qui ne marchait qu'avec du Diprivant de chez Zeneca, dans des seringues taguées, et ne faisait que de l'Evoque plasmatique. Et puis en 2005 a été commercialisé le premier dispositif d'Evoque ouvert, la base Primea, qui est encore utilisé aujourd'hui, qui fait de l'Evoque au site d'action avec le propofol et les morphiniques. Alors, pour administrer maintenant les halogénés, depuis le début des années 90, on a vu apparaître des respirateurs qui pouvaient faire de l'ENOC, c'est-à-dire de l'administration objective de concentration des halogénés. Et vous avez là les 5 qui ont été conçus. 3 d'entre eux sont encore en circulation largement. Le Zeus de chez Dräger, l'ESIS C2 de chez General Electric et le Flowy de Getinge. Et la firme Mindray a actuellement dans les tuyaux, pour le courant de l'année prochaine, un respirateur d'ENOC également, le A9. Voilà. Alors, les boucles fermées, je ne vais pas insister longtemps sur les boucles fermées, simplement pour souligner que le premier qui fait de la boucle fermée en anesthésie a été Helmut Schwilden, dont on a parlé tout à l'heure, qui en 1987 administrait du méthoexital en fermant la boucle sur la fréquence médiane de l'EEG. Et il existe dans le monde aujourd'hui, à ma connaissance, un seul dispositif de boucle fermée qui soit marqué CE et donc disponible en pratique clinique, mais je ne crois pas qu'il y en ait en France, à part une dans les valises de Philippe Mavungu. C'est une boucle chinoise qui boucle sur le propofol sur le bis. Voilà. Alors les curares, on va passer très vite. Je voulais simplement vous souligner le gap qu'il y a eu dans les antagonistes des curares, puisque vous avez la néostigmine synthétisée en 1931 et le sugamadex en 2007. Vous voyez, ça a pris le temps. Et puis peut-être que bientôt, un de ces jours, on aura le calabadion. Voilà. Alors pour ce qui est du monitorage, le monitorage de la profondeur de l'anesthésie, les médecins ont toujours cherché à monitorer les effets de leurs médicaments. Il y a un monitorage clinique avec les stades de l'anesthésie de Guedel, bon, d'accord. Et puis, pour ce qui est du monitorage instrumental, ça a commencé en fait avec l'électromyogramme frontal, un dispositif qui a été commercialisé par Datex en 1978. Puis il y a eu des travaux sur la contractilité du bas-œsophage qui avaient aussi paru une voie intéressante. Les potentiels évoqués auditifs qui n'ont finalement ont beaucoup déçu malgré des tentatives pour les réhabiliter. Et finalement, ce sont les analyses de l'EEG cortical qui ont donné le plus de satisfaction, avec d'abord des paramètres de l'analyse spectrale, la fréquence médiane et le front de fréquence spectrale, puis le BIS, qui est apparu en 1994, l'entropie spectrale que vous connaissez, et puis le PSI qui est l'algorithme qui est implémenté dans les routes de chez Massimo, le SedLine. Il y a des analyses non spectrales de l'EEG également. Le Narcotrend qui essaye, bon c'est un truc allemand, je pense pas que ça ait beaucoup de succès en dehors de l'Allemagne, et le Neurosense. Alors le Neurosense, c'est des études de vaguelettes. On peut se demander quel est son intérêt, mais c'est le seul qui actuellement soit utilisé dans une boucle fermée qui et peut-être la prochaine qui va être commercialisée, c'est la boucle fermée de l'équipe de Vancouver avec Guy Dumont. Voilà. Enfin, dernier truc, les moniteurs d'analgésie. Les moniteurs d'analgésie, on en parle depuis très 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 longtemps. Et on a vu apparaître le premier en fait en pratique clinique en 2003. Vous voyez ce travail de Luc Barvet sur la pupillométrie. Et voilà, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dépasser et il y a d'autres moniteurs d'analgésie que vous trouverez facilement dans la littérature. Voilà, allez.